Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur nos deux antennes réunies, CNews et Europe 1, pour ce rendez-vous de la présidentielle avec Gérald Darmanin. Bonjour Sonia. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Et bonjour Monsieur Darmanin. Bonjour à vous. Nous sommes ensemble durant une heure, Gérald Darmanin, pour votre première prise de parole. Après le débat hier, je vais préciser d'emblée que demain, vendredi, notre invité sera Marine Le Pen, que nous interrogerons en direct d'Arras au lendemain de son dernier meeting de campagne. Évidemment, c'est l'égalité des temps de parole qui s'impose. Alors nous allons parler du débat d'hier soir. Comment jugez-vous ce rendez-vous éminemment démocratique? Marine Le Pen a-t-elle appris de ses erreurs de 2017? On a vu un candidat Macron agressif à l'attaque. C'était la bonne stratégie? D'abord, je pense que c'était un débat intéressant. On a vu objectivement deux visions très différentes de la société, du monde. Je pense que les électeurs ne peuvent pas confondre les deux projets ou les deux candidats. Ça, c'est toujours démocratiquement intéressant. Et puis, deuxièmement, j'ai trouvé que c'était un débat plutôt de bonne tenue. Par rapport à 2017? Par rapport au débat que j'ai pu voir auparavant, oui, par rapport à 2017, j'ai trouvé que les sujets avaient été abordés, en tout cas ce pouvoir d'achat. On a vu qu'il n'y avait pas d'un côté quelqu'un qui rendrait beaucoup d'argent aux Français, Marine Le Pen, ce qu'elle aurait fait croire par la campagne, et de l'autre un président qui revenait le pouvoir d'achat. On a vu qu'il était beaucoup plus équilibré que ça. Et puis il y a eu, je pense que ça c'est important dans une campagne présidentielle, beaucoup de sujets qui concernent l'international, l'Europe. Et on en parle peu dans les meetings, on en parle peu dans les polémiques d'une campagne. Et là, hier, je crois que les deux candidats d'ailleurs ont montré des visions différentes et c'était très intéressant. On va en parler, mais sur la philosophie générale, Gérald Darmanin, vous dites de bonne tenue. Mais est-ce qu'il y a eu, quel que soit d'ailleurs les camps des deux candidats, du souffle, de la vision, une volonté, un chemin pour la France? Est-ce qu'on attend d'un tel rituel de cette 5e République? Alors après, ça dépend aussi comment vous voyez le débat d'hier. Le débat d'hier, il a commencé par le pouvoir d'achat, il est ensuite allé à l'international, il a fait un détour par l'économie numérique. On a parlé des sujets régaliens mais au-delà de la litanie des après. mesures, la vision, Oui. le souffle, la philosophie. Moi, il me semble, malgré tout, que si la campagne présidentielle a pu être décevante par son aspect assez court, du fait du Covid et de la guerre en Ukraine, que cette vision, hier, on a vu le choix entre deux types de France, deux façons d'imaginer la gouvernance du peuple français, ou de vivre l'Europe, ou de vivre la France dans le monde, très différentes des uns des autres. On a vu ces deux visions différentes, voilà. Alors ensuite, que les uns ou les autres peuvent être déçus parce qu'il n'y a pas eu le grand souffle que vous attendez du débat. Vous le reconnaissez vous-même? Non, je ne le reconnais pas. Je trouve qu'avoir commencé, mais je critique vos confrères en le disant, donc je le fais en tant que spectateur, avoir commencé sur des mesures de pouvoir d'achat et non pas sur... C'était une erreur? Bah non, c'était pas une erreur parce que ça intéresse en premier les Français. C'est les Français en premier qui le demandent. Empêche peut-être d'éviter la litanie des mesures et de ne pas parler de l'international, de la laïcité, ce qui fait le sel d'être français. Voilà. Juste sur la stratégie. Le choix a été fait par les journalistes de commencer par les mesures économiques, dont acte. Je crois que ça a été un tirage au sort. Et c'est ce qui a été, mais c'est ce qui est intéressé juste par les sur Français. la tactique d'Emmanuel Macron, qui n'a pas hésité à attaquer, je le disais, Marine Le Pen. Aïe, 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 vous confondez tout. Il y a de l'incohérence dans ce que vous dites. Votre programme n'a ni queue ni tête. Le but, c'était d'humilier Marine Le Pen? Non, d'abord, dans un débat, c'est normal qu'il y ait des échanges et qu'il y ait parfois des pics. Quand Mme Le Pen attaque, si j'ose dire, attaque au niveau des genoux sur « vous n'avez pas mis des éoliennes en face du Touquet », excusez-moi, c'était aussi une attaque extrêmement déplacée. Donc il est normal dans 2 heures et demie. C'est le même registre. Dans 2 heures et demie de débat, il est tout à fait logique qu'il y ait un langage verbal, des répliques. Sinon, c'est très embêtant comme soirée. Voilà. Donc il y a eu des moments de tension entre les deux candidats. Ce qui se joue, c'est être président de la République française, gouverner le peuple français pendant 5 ans. Il est normal qu'il y ait, comme il y a eu dans tous les débats, alors, politiques en général et présidentiels en particulier, des échanges. Entre François Mitterrand et Jacques Chirac, il y en a eu. Entre Giscard d'Estaing et Mitterrand, il y en a eu. Voilà, il y en a tout le temps. Entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. La question, c'est pour quelle finalité? Qui convainc? Parce que il y a peut-être que chaque candidat a convaincu son propre camp. Il y a un autre bloc en France qui est très important. Ce sont les abstentionnistes. Est-ce que véritablement, c'est pour ça que je vous posais la question du souffle, véritablement de la vision. Est-ce que ce genre de débat donne envie d'avoir envie de voter dimanche? Je ne suis pas le mieux placé pour Vous avez certainement une parler analyse, au nom un des avis. Abstentionnistes, puisque pour ma part, j'ai voté aux élections. Donc il faudrait leur poser la question. Je pense que tout le monde voit qu'il y a un enjeu très important. Soit les Français votent pour Marine Le Pen, et ils font un autre choix de société, qui consiste, et le président de la République l'a bien démontré, à sortir de l'Europe malgré ce qu'elle dit, mais les arguments qu'elle a portés semblent être cohérents, simplement ils sont l'aventure, et l'aventure ça se termine pas toujours bien, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire.
soit ils vont faire le choix de quelque chose qui est la continuité de ce qu'on a fait depuis 5 ans et qui montre un certain nombre de fruits. Et heureusement que le président de la République était là pendant les crises qu'on a connues, notamment la pandémie, mais aussi la guerre en Ukraine. Et dans ces cas-là, je crois qu'ils ne vont pas vers l'aventure. Ils vont vers l'assurance d'un monde qui va s'améliorer, mais qui ne sera pas la révolution, au mauvais sens du terme, que nous propose Madame Le Pen. Je pense que celui qui n'a pas voté au premier tour et qui hésitait ou qui était loin du bureau de vote voit bien qu'il y a un choix désormais assez binaire et assez clair hier, et qui ne peut pas rester dans son canapé. Je pense franchement que le citoyen ne peut pas rester dans son canapé lorsqu'on lui demande de choisir entre la vision d'Emmanuel Macron et la vision de Marine Le Pen. Et pourtant, l'écart se creuse dans les sondages. Ce matin, Emmanuel Macron est à 57% des intentions de vote, 43% pour Marine Le Pen. Est-ce que Marine Le Pen, que vous aviez qualifiée de molle il y a quelques semaines, a montré un autre visage hier? Est-ce qu'elle est toujours d'extrême droite? C'est le vocable que vous avez beaucoup utilisé pendant cette campagne. Madame Le Pen a... Pour la rediaboliser. Non, mais Madame Le Pen a adopté une stratégie depuis plus d'1 an qui était une stratégie de dissimulation pour apparaître plus modérée. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'elle a gardé du coup un espace un peu plus ouvert pour M. Zemmour. Sans cette stratégie de recentrage qui a été très pensée par les stratèges de Mme Le Pen d'il y a 1 an, il n'y aurait pas eu de M. Zemmour. M. Zemmour lui-même faisait toute une campagne pour dire qu'elle n'était pas assez à droite, assez dure, assez caricaturale. Et M. Zemmour a fait au début une campagne avec beaucoup d'intention de vote. Donc vous pensez comme Éric Zemmour? Et finalement a terminé à 7%, ce qui n'est pas ridicule dans une campagne présidentielle. Elle a fait plus que la droite républicaine ou que le Parti socialiste. Donc d'abord, je crois que le constat qu'on a pu faire il y a 1 an, du fait qu'elle a essayé d'avoir une stratégie de modération, était tout à fait assumé de sa part. D'autre part, on a vu qu'au fur et à mesure, d'abord que M. Zemmour a été éliminé, et puis que la campagne du second tour s'est déroulée, elle est retombée soit dans ses incohérences, soit dans ses caricatures. Le débat d'hier, d'ailleurs, était assez intéressant de ce point de vue. Elle a dit beaucoup de choses inexactes sur les sujets du régalien, sur la position sur le voile. Elle a changé 3 fois d'avis en 3 jours. Hier, c'est encore une nouvelle position. Elle est revenue à sa position initiale. Voilà, elle a fait un petit aller-retour. Mais vous nous expliquerez aussi votre vision. Hein, mais il n'y a aucun problème, à part que c'est Mme Le Pen qui est candidate à la présidentielle, c'est pas moi. Je veux dire la vision du candidat. Avec grand plaisir. Et puis, par ailleurs, Mme Le Pen, elle a repris son antienne. Alors, il a fallu attendre une bonne heure et demie, mais immigration égale délinquance, égale étranger, égale expulsion, égale islam. Bon, il y a tout ces mélangés dans sa tête. Et effectivement, c'est, me semble-t-il, un grand champ lexical de l'extrême droite. Gérald Darmanin, vous pointez les insuffisances supposées au réel, on va y venir, de Marine Le Pen, mais n'y a-t-il pas en face le camp de la suffisance, finalement, de l'insuffisance face à la suffisance? Vous parlez de la dissimulation. Emmanuel Macron a-t-il réussi à dissimuler ce que certains appellent, ou en tout cas décrivent, dénoncent une forme d'arrogance, de mépris, avec tout au long de ce quinquennat des petites phrases qui ont pu blesser, et surtout les plus fragiles d'entre nous, souvent? Bon, d'abord, les plus fragiles d'entre nous, je pense en connaître beaucoup. Hier, d'ailleurs, le président de la République a cité Tourcoing. C'était une grande fierté pour la ville de Tourcoing d'être cité, parce que je suis élu de Tourcoing. Moi-même, je suis issu d'une famille très populaire. Et je peux vous dire que c'est grâce à l'action du président de la République qu'ils ont été protégés du Covid, que leurs enfants dans les classes vivent désormais avec beaucoup plus de possibilités de réussir, parce qu'ils sont 12 enfants par classe. De la rhétorique. Oui, mais d'abord, c'est les actes. Il a lui-même reconnu ces phrases. Oui, mais ce qui est important, c'est les actes. Vous savez, on dit souvent les paroles s'envolent et les actes restent. C'est tout à fait vrai. Mais le vote populaire ne s'est pas porté sur Emmanuel Macron. Je crois que ça, vous ne pouvez pas nous le dire ce matin. Eh bien, c'est tout à fait faux ce que vous dites. Il s'est porté sur Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Non. Je regardais tout à fait de façon intéressante les sondages au lendemain du premier tour. M. Mélenchon a été le premier dans les classes populaires. Mais en numéro 2, ça a été Mme Le Pen à 23%. D'accord. Et c'est ce que je viens de dire. Et M. Macron à 22%. C'est-à-dire à 1 point près. Et M. Macron a eu... Non, si, je peux vous l'assurer. Non, mais bien sûr, mais et M. Macron a eu, chez les ouvriers qui ont eu les heures supplémentaires défiscalisées, c'est lui qui les a rétablis, chez toutes les personnes qui ont vu les efforts qui ont été faits pour le travail, sur l'école, qui est le bien de ceux qui n'ont pas de bien, justement, et sur la façon dont le chômage a baissé considérablement depuis 5 ans, je crois, une action décisive. Une fois que je vous ai dit ça, le président de la République, moi je le connais désormais depuis 5 ans. Je le fréquente quasiment tous les jours, encore plus depuis que je suis ministre de l'Intérieur. C'est un homme attentionné et qui fait attention à chacun des Français qui l'interpellent. Bon, vous n'allez pas dire l'inverse, monsieur le ministre, c'est tout à fait normal. Oui, mais on est revenu quand même sur un bilan de la rhétorique que personne ne dément. Je pourrais vous dire que c'est un homme concentré sur ses dossiers et qu'il faut savoir reconnaître le grand talent des grands hommes. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que moi, j'ai vu le président de la République à plusieurs reprises. Lorsqu'une jeune dame l'interpellait, je me rappelle de cette
jeune dame qui travaillait dans un grand supermarché, une grande marque de supermarché à Liévin, dans ma région. Elle lui a demandé un CDI parce qu'elle enchaînait les CDD. Devant tout le monde, il lui a dit oui. Vous pourriez penser que dès le lendemain, il l'avait oublié. Moi, j'ai vu des hommes politiques avec lesquels j'ai travaillé, il l'oubliait. Dès le lendemain, au Conseil des ministres, il fait passer un petit mot pour dire on en est où de la petite Jessica qui attendait Donc le que vous appeliez le patron. a dû l'embaucher, c'est ça? Il lui a transformé son CDD en CDI. Parfait. Bon, quand vous avez... Oui, mais vous dites parfait, mais la politique, c'est aimer les gens. Parce que Marine Le Pen n'aime pas les gens. Moi, je n'ai pas travaillé avec Marine Le Pen. Bon, je ne ferai pas ce débat, mais vous me posez la question sur Emmanuel Macron. J'apporte mon témoignage. Il vaut ce qu'il vaut, vous m'invitez. J'apporte mon témoignage que le président de la République s'est intéressé pendant ce quinquennat à chacune et à chacun des Français qui l'a interpellé. Et l'international, évidemment, cela a occupé une grande place hier lors du débat d'entre-deux tours. Il y a eu deux visions finalement de la France dans le monde et dans l'international. Et une attaque assez rude, assez directe du président candidat à l'égard de la candidate du Rassemblement national, finalement qui tournait presque à la trahison. C'était un petit peu ça. Peut-être ce qu'on pouvait retenir, peut-être même une forme de trahison, de manque de perte de souveraineté de la France par rapport à la Russie, si Marine Le Pen arrivait au pouvoir. Est-ce que véritablement on peut dire, et vous êtes ministre de l'Intérieur, très au fait évidemment de ce genre de relations à dénoncer, à condamner dans notre pays, qu'elle pourrait jouer double jeu aujourd'hui si elle arrive au pouvoir? Elle serait tenue. Elle serait tenue par le pouvoir russe, sans aucun doute. Quand vous devez de l'argent à quelqu'un, vous lui devez quelque chose. C'est tout à fait logique. Et la démonstration du président de la République était implacable. D'ailleurs, elle n'est pas revenue sur cette démonstration. Madame Le Pen était une des seules dirigeantes européennes, politiques européennes, à reconnaître l'annexion de la Crimée en 2014-2015. Quelques mois après, comme par hasard, elle a eu un prêt très important, plus de 10 millions d'euros, qui dépendait directement, elle ne l'a pas contesté non plus hier, du pouvoir russe. Madame Le Pen est interdite depuis plus de 6 ans de se rendre en Ukraine. Si demain elle était présidente de la République, elle ne pourrait pas se rendre en Ukraine. C'est une des seules dirigeantes au monde à être interdite de pouvoir se rendre en Ukraine. Mais vous ne voyez aucune responsabilité de votre part au fait qu'elle n'ait pas obtenu un prêt en France comme un parti finalement dans le champ républicain depuis des années? D'abord, c'est une longue tradition du Front National que d'aller emprunter à l'étranger. Parce qu'il ne le peut pas en France, reconnaissons-le. Non. Ah, vous le contestez? Écoutez, d'abord, quand Mme Le Pen a fait cet emprunt, M. Macron n'était pas en responsabilité politique. Oui, il l'a été pendant 10 ans. M. Lassalle a eu un prêt. Voilà. Mme Hidalgo a eu un prêt. M. Zemmour, qui porte les mêmes idées, parfois encore plus caricaturales, a obtenu un prêt. On pourrait multiplier. M. Dupont-Aignan a obtenu un prêt. Tout le monde a obtenu un prêt. Il n'y aurait donc que le Front National qui soit obligé d'aller à l'étranger, et pas en Angleterre, en Espagne, en Italie, directement en Russie. C'est bizarre, c'est quand même très étonnant. Quand elle parle à Vladimir Poutine, elle parle à son banquier, Marine Le Pen? C'est ce que dit Emmanuel Macron. Madame Le Pen a une dépendance financière extrêmement forte et qui explique sans doute ses positions politiques. De toute façon, il n'y a pas d'autre explication, objectivement, à la position qu'a le Front National vis-à-vis de la Russie. Cet aveuglement généralisé. Le peuple russe est un grand peuple, personne n'en disconvient, mais quand même à ce point de multiplier tous les votes en faveur, non pas des événements, mais en faveur de la position russe, quel que soit ce que fait Vladimir Poutine, c'est condamnation totale de ce qui se passe en Ukraine pour Marine Le Pen. Ça. Non, mais maintenant, elle est obligée de le faire. Jusqu'à dire maintenant quand même dans son programme, page 10, qu'elle veut un pacte militaire avec la Russie. C'est encore dans le programme de Mme Le Pen, je voudrais le préciser. Une alliance stratégique pour rapprocher l'OTAN de la Russie, précisément. Voilà. Mais elle veut qu'on sorte de l'OTAN aussi. Bon, du commandement intégré de l'OTAN. Qui veut sortir du commandement intégré de l'OTAN au moment où nous avons justement une menace nucléaire, il n'y a pas d'autre mot, que celui de la Russie sur le continent européen, au moment où il y a des massacres en Ukraine. Il est évident que Mme Le Pen dépend, en tout cas c'est même plutôt une explication assez rationnelle de sa vie politique, dépend de la Russie. Et je pense que c'est important que les Français sachent que quelqu'un dépend d'une puissance étrangère. Voilà. Et je pense que expliquez-nous dans quelques années ou quelques mois. Monsieur Macron, Monsieur le ministre, la Russie ne va pas être rayée de la carte. La Russie, évidemment, reste un grand pays avec sa culture, avec son peuple. D'ailleurs, ne confondons pas les Russes, et notamment en France, c'est important de le rappeler pour ceux qui sont là, avec l'action criminelle de Monsieur Poutine. Mais il faudra des relations avec la Russie. Vous-même, vous le reconnaissez. Mais nous avons des relations avec des pays avec lesquels nous n'avons pas de relations amicales. L'Iran. Voilà, on a des relations diplomatiques avec l'Iran, on ne peut pas dire que tous les jours... Donc vous, comme elle, vous maintiendrez quand même ce lien, quel que soit l'issue. Mais nous avons des liens d'État à État, d'égal à égal, si j'ose dire. On n'a pas des liens de dépendance. Si vous me deviez 10 millions d'euros, madame... Je ne suis pas une banque. Et que vous m'interrogiez assez légitimement, légitimement, les gens qui nous écoutent diraient « mais c'est bizarre, elle ne peut pas faire son travail totalement de journaliste puisqu'elle lui doit de l'argent ». Mais c'est logique. Et si c'était l'inverse
personne dirait Gérald Darmanin est indépendant vis-à-vis des questions qu'on lui pose. Donc vous pensez que le lien de dépendance et de subordination est un fait par rapport à la Russie? Mais quand vous devez autant d'argent à quelqu'un, avouez, mais c'est la vie de tous les jours, ça. Avouez que vous n'êtes pas libre. Pourquoi si je devais de l'argent à mes parents, je ne serais pas totalement libre. Vous voyez ce que je veux dire? Ils me rappelleraient, et c'est bien logique, qu'à un moment donné, ils m'ont aidé. Voilà, et qu'il ne faut pas être ingrat. Pourquoi ne pas avoir fait la banque de la démocratie ce que fait promise par Emmanuel Madame Le Macron? Pen. Cette banque de la démocratie, c'était une promesse de campagne. Elle n'a jamais vu le jour. Encore une fois, je constate que l'intégralité, madame, l'intégralité des candidats à toutes ces élections, et il y en a eu, on pourrait dire, des originaux de ces candidats. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méprisables, c'est-à-dire qu'ils sont originaux, ont pu obtenir un prêt. Il n'y a donc que Madame Le Pen, avant l'élection du président de la République, donc avant même la question de la Banque de la démocratie, qui a dû aller chercher son argent en Russie. Et dont le président de la République a démontré par ailleurs que ce prêt en Russie n'était pas auprès d'une banque lambda russe, mais auprès de gens qui étaient très proches du pouvoir russe, en lien direct avec le pouvoir de Bachar el-Assad et ce qui s'était passé en Syrie. Et Madame Le Pen n'a rien eu à dire. Et ça fait depuis 2015 que manifestement, elle n'a pas remboursé ce prêt. Nous sommes un parti pauvre, dit-elle, ce n'est pas déshonorant. Bon, d'abord, c'est pas déshonorant d'être pauvre. Je suis pas sûr qu'on ait la même conception de la pauvreté dans la famille Le Pen que dans ma famille, par exemple. Mais donc c'est pour ça que l'argument était très de façade. Elle parlait de son parti, pas de sa famille. Non, bien sûr, ne confondez pas les deux. Non, mais on peut pas disputer. Le parti de Mme Le Pen, c'est le parti de la famille Le Pen. La nièce, même si elle est partie, elle reviendra sans doute. La fille, le père, on sait tous que ce sujet. Quel est le rapport en fait, je comprends pas. Je parle du parti, vous me parlez de la Mme famille. Le Pen essaye de montrer qu'elle est la patronne des classes populaires, c'est pas tout à fait vrai. Mme Le Pen, ça fait très longtemps qu'elle n'est pas issue des classes populaires. Bon, voilà, mais chacun le sait également. Mais c'est un moment très important qui a été le débat d'hier pour montrer que Mme Le Pen, effectivement, avait une dépendance du pouvoir russe. Et on ne comprend pas autrement son attitude extrêmement pleine de mansuétude vis-à-vis de Vladimir Poutine que cette position qui consiste à révéler le fait qu'elle doit de l'argent, effectivement, à des proches du pouvoir russe. Vous parlez des classes populaires, Gérald Darmanin, et l'une des questions essentielles hier a été le pouvoir d'achat. Au cœur de ce pouvoir d'achat, il y a véritablement deux visions. Il y a Marine Le Pen avec la baisse de la TVA, et puis il y a ce que vous faites depuis 5 ans et ce que vous promettez pour les 5 ans à venir. C'est souvent une succession de chèques, chèque carburant, chèque alimentation également. Elle a mis le doigt sur ça. Est-ce que c'est ça, projet contre projet, finalement, une succession de chèques dans un pays comme la France, le chèque alimentation, qui sonne un peu comme rationnement, peut un peu choquer dans un pays, entre guillemets, riche comme la France, mais évidemment, tout le monde ne l'est pas. C'est un peu rapide comme présentation parce que ce qui coûte le plus cher aujourd'hui et que nous avons déjà mis en place, ce n'est pas un chèque, c'est le blocage des prix, et notamment le blocage des prix de l'électricité et du gaz. Sans ce qu'a fait Emmanuel Macron, 20 milliards d'euros, sans ce qu'a fait Emmanuel Macron de bloquer très rapidement les prix du gaz et de l'électricité, la facture d'électricité des Français aurait augmenté de 100 à 150%, et pour le gaz, à peu près équivalent. Madame Le Pen, d'ailleurs, hier, a enfin dit que c'était une bonne mesure, puisque, après avoir voté contre, elle a dit qu'elle le gardait. Tant mieux. Tant mieux pour les Français si jamais, par malheur, elle devait être élue. Deuxièmement, il y avait un débat qui était très intéressant, j'ai trouvé. Pour le coup, c'est pour ça que c'est un débat de bonne tenue, entre est-ce qu'il est plus pratique, c'est pas idéologique, c'est pas d'extrême droite ou d'extrême gauche que de dire ça, de baisser la TVA sur les produits de première nécessité, c'est la proposition de Madame Le Pen, ou il est plus pratique d'augmenter la rémunération des Français, le président de la République a détaillé, soit en augmentant les retraites, c'est le cas de l'indexation qui décidera dès le 1er juillet pour les retraités, soit d'augmenter les salaires, notamment par le dividende salarié, une belle et grande idée gaulliste qu'il a voulu mettre en avant, soit en donnant pour les plus pauvres d'entre nous, les étudiants, les précaires, les personnes très modestes, un chèque, vous avez tout à fait raison. Alors justement, on va juste écouter justement un échange entre les deux candidats à propos de cette hausse des salaires, et je vous passe la parole ensuite. Je dis aux entreprises, voilà, si vous augmentez de 10% les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC, eh bien, je gèlerai les cotisations patronales subséquentes, c'est-à-dire l'augmentation des cotisations patronales subséquentes. C'est certes un manque à gagner, ça n'est pas une dépense directe, c'est un manque à gagner, je l'admets. Mais c'est une dépense pour le budget de l'État. D'accord, Monsieur Macron, mais les primes, dans la vraie vie, vous voyez, quand vous allez demander un prêt à votre banque... On est tous dans la vraie vie, Madame Le Pen. Dans la vraie vie, quand vous allez chercher un prêt auprès de votre banque, ils vous demandent votre salaire et ils se moquent des primes. Quand, dans la vraie vie, vous allez pour louer un appartement, eh bien, le propriétaire, il vous demande combien
vous gagnez en salaire. Nos compatriotes qui pensent que ce sera de manière sûre sur leur feuille de paye, pensent qu'un président ou une présidente de la République puisse décider de ce qui est sur la feuille de paye. J'ai dit très clairement qu'il s'agissait d'une incitation auprès des entreprises. Donc il n'y aura pas d'augmentation de 10%. Si, il y aura une augmentation. Non, et vous savez vous bien allez pourquoi. aider, comme je propose, de défiscaliser la prime, mais vous n'allez pas le décider pour l'employeur. Oui, mais ça va changer leur vie quotidienne. Alors que Mais la vous prime, n'allez ça pas ne le la décider changera pour l'employeur, vous n'allez Ça pas ne faire changera pas dans leur vie. Non, mais vous n'allez pas faire les salaires, Madame Le Pen. Et vous ne ferez pas non plus les primes, monsieur. Non, mais d'ailleurs, je ne le dis pas. Voilà. Je dis, j'enlève les charges du côté employeur, j'enlève les impôts. Mais vous essayez de faire croire que vous allez augmenter les salaires de 10% et que ce sera récurrent. Je dis juste non. C'est une fausse promesse, cette augmentation des salaires, promise par Marine Le Pen. Ce qu'a dit le président de la République est très juste. Ce n'est pas une fausse promesse en tant que telle, puisque s'il y a des patrons qui font ce que demande ou incite Madame Le Pen, il y aura une augmentation de salaire. Mais il n'y a pas d'obligation. Donc, quand il n'y aura pas d'augmentation générale des salaires. D'ailleurs, nous, on a augmenté les salaires. Parce qu'on a supprimé des cotisations en 2018. Pardonnez-moi. Excusez-moi, mais il y a une façon d'augmenter les salaires sans passer par les patrons, si j'ose dire. C'est de supprimer des cotisations. Quand vous avez votre feuille de salaire, vous payez des cotisations pour l'assurance chômage, pour la retraite, pour la maladie. Nous avons supprimé des cotisations. Les Français ont vu en 2018 une augmentation de leur feuille de paye. Voilà. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais lorsque vous dites les salaires vont augmenter de 10%, Madame Le Pen, c'est vrai, et le débat a permis de le montrer, ne veut pas dire que c'est si le patron est d'accord. Et on n'a pas toujours les moyens d'augmenter les salaires des salariés. Moi, je suis pour que les patrons augmentent le plus possible le salaire des salariés, évidemment. Mais il y a des moments où l'entreprise est en difficulté, où imaginons que cette entreprise elle voit une augmentation très forte de ses coûts de matières premières, imaginons qu'elle avait des marchés avec la Russie, l'Ukraine, vous savez, il y en a plein qui aujourd'hui se trouvent bloqués par la situation internationale, où les prix du transport ont augmenté très fortement, où le prix de l'électricité a augmenté très fortement, voilà, pour leur vie. Je prends l'exemple d'un marchand de tomates à l'Équin, là où on livre les tomates en général sur le marché de Tourcoing, c'est le prix du gaz qui fait que désormais les serres, c'est 60% de coûts supplémentaires pour faire les tomates. Alors, c'est peut-être pas forcément la bonne saison pour les tomates, mais il y a quand même des gens qui achètent des tomates sur le marché. Il y a l'autre scénario. Il y a l'autre le scénario patron de ne peut faire pas confiance augmenter. au patron. Pourquoi vous n'empruntez pas cette voie-là? Incitation, baisse des impôts de la production. J'y arrive. C'est notre proposition, justement. Le patron ne peut pas augmenter les salaires de façon autoritaire, sinon on tue l'économie. Mais vous avez tout à fait raison, Madame Mabrouk. Ce que propose le président de la République, il a proposé 3 choses économiquement. 1, on va continuer les baisses d'impôts. Nous sommes le premier gouvernement à avoir supprimé une partie des impôts de production. C'est-à-dire les impôts qui touchent les entreprises et singulièrement les industries, qui ont eu un défaut de compétitivité, notamment avec l'Allemagne, où il y a moins d'impôts qu'en France. C'est pour ça qu'il y a plus d'usines, souvent en Allemagne qu'en France. Nous continuons à baisser ces impôts de production. On a proposé de supprimer la CVAE, 7 milliards d'euros. Et hier, on n'a pas pu en parler au débat, mais c'est dans le programme du président. Effectivement, moins d'impôts pour qu'il y ait plus de redistribution. Deuxièmement, le président de la République l'a évoqué. Nous avons déjà, mis beaucoup de moyens pour augmenter le salaire des Français, soit en supprimant les cotisations, soit en défiscalisant les heures supplémentaires. C'était une erreur du gouvernement Hollande d'avoir remis cette fiscalisation. C'est Emmanuel Macron qui l'a corrigé. Et troisièmement, ce qu'a proposé le président de la République est très intéressant. Vous savez, la grande idée de participation gaulliste, de dire il ne peut pas y avoir de versement de bénéfices s'il n'y a pas de redistribution obligatoire. Dividende salarié. Obligatoire aux salariés. Jusqu'à présent, on avait fait optionnel. C'était la loi Pacte qu'avait porté Bruno Le Maire. On avait dit il ne peut pas y avoir de distribution de bénéfices sans une possibilité de versement aux salariés. Une possibilité. Désormais, le président de la République a dit obligatoire. En France, si Emmanuel Macron est réélu, il n'y a pas d'ennemi entre le capital et le travail. Ce n'est pas notre conception des choses. Mais il ne peut pas y avoir un profit absolu du capital contre le travail. Et il ne pourra plus y avoir un patron, quelle que soit la taille de l'entreprise, qui versera des bénéfices ou des profits à lui-même ou à ses actionnaires, sans qu'obligatoirement il y ait une redistribution sociale, et notamment sous la forme de dividendes salariés. Quels que soient finalement les deux candidats. Un tout petit mot sur les retraites qui ont été abordées, mais assez brièvement finalement hier soir. 65 ans toujours pour Emmanuel Macron. Combien d'annuités On n'a toujours pas très bien saisi. Alors le président, je crois, hier a été très clair. Il a dit à partir de l'année 2030, sauf négociation avec les partenaires sociaux, il faudra bien négocier avec les partenaires sociaux, à partir de 2030, la plupart des Français partiront à 65 ans à taux plein. Donc, c'est-à-dire que même à la fin de son quinquennat, les Français ne partiront pas à 65 ans. On mettra 7, 8, 9 ans. 4 mois de plus par an de travail, à partir du moment où la réforme de la retraite sera mise en place. On ne bouge pas le nombre des annuités. Ça dépend beaucoup, les annuités, de votre travail. Il a lui-même dit que les carrières longues, les métiers pénibles, puisqu'on gardait les critères de pénibilité, ce qui s'applique aux chauffeurs poids lourds ne s'appliquera pas au cadre de la finance. Le cadre de la finance, il ira jusqu'à 65 ans. Il y a fort à parier que le chauffeur poids lourd
qui a un métier extrêmement pénible, qui a déjà le dos en compote à 56 ou 57 ans, lui partira plus tôt. Il faut laisser aussi le soin à la discussion sociale, les partenaires sociaux puis le Parlement, de trouver les détails, profession par profession. Des mois et des mois que vous négociez sur les retraites, on est bien d'accord. C'est pas tout Avec à les fait vrai, partenaires sociaux, M. Delevoye en était un peu chargé. c'est vrai, mais c'était pas tout à fait la même réforme, vous me l'accorderez, puisque Oui, la réforme bon. qu'avait proposée Jean-Paul Delevoye, qui était une réforme intelligente et qui n'a pas trouvé un écho positif dans l'opinion, le président de la République l'a reconnu lui-même, qui était la réforme par points, est transformée en la réforme en reculant l'âge, à condition d'augmenter les retraites et de donner le minimum de 1 100 euros. Et le président de la République a fait une annonce très importante. Il ira à tout le monde, pas simplement aux nouveaux entrants, y compris aux retraités qui aujourd'hui gagnent moins de 1 100 euros. C'est une réforme par âge, et cette réforme par âge, elle doit faire naître Mais beaucoup de discussions La sociales question dans les mois reste, qui viennent. 65 ans, combien d'annuités? C'est 42 ans pour C'est ça. la quasi-intégralité des gens qui sont concernés, mais il y a plein de métiers pénibles, ce ne sera pas 42 ans d'annuité. Il y a plein de... les chauffeurs, les chauffeurs routiers, c'est un Bien exemple sûr. qui me paraît, ou l'ouvrier textile de Tourcoing, qui aujourd'hui encore fait la filature ou de la teinturerie, qui tous les matins se lève très tôt pour mettre du colorant sur du fil, de façon courbée sur une machine dans du bruit, il ne partira pas à la même retraite que le banquier qui, à la Société Générale au Crédit Agricole, je n'ai pas d'action nulle part, pourra peut-être beaucoup de banques ce matin. plus légitimement partir un peu plus tard. Voilà. Et il faut l'expliquer aux banquiers et comprendre la difficulté de l'ouvrier. On va avancer sur les sujets régaliens. Effectivement, ils sont arrivés, vous l'avez rappelé en début de cet entretien, assez tard de votre point de Au bout vue, de 2 heures. Gérald Darmanin, exactement. Je le prends comme un encouragement. Sécurité. Si ça avait été le drame absolu en matière de sécurité en France, j'imagine que ça aurait été un des premiers sujets du débat présidentiel. Vous pensez qu'il est arrivé tard parce que ce n'est plus un sujet de priorité des Français? Je crois que les deux candidats se sont mis d'accord sur les thèmes, si j'ai bien compris ce qui s'était passé. Et si c'est un sujet prioritaire, c'est en avant. Regardez le pouvoir d'achat, il a été mis en premier. La guerre en Ukraine en second. Les retraites quasiment en troisième ou quatrième. Et puis je constate que les sujets sécurité et migration, qui sont très importants évidemment, sont arrivés assez tard. D'ailleurs, ils ont fait quelques minutes chacun. Même Mme Le Pen n'est pas revenue sur ces sujets dans le débat. Ce qui prouve bien que sans doute il y a des difficultés, des améliorations, sans aucune espèce de doute. Mais ce n'est pas et ce n'est plus le grand sujet d'inquiétude, me semble-t-il. Et d'ailleurs, tous les sondages d'opinion le montrent, des Français, même si évidemment le débat était intéressant. Mais vous avez un bilan sur ce sujet que vous allez défendre ce matin, donc sécurité, et puis nous parlerons d'immigration, et il y a aussi la laïcité. On va écouter cet échange tendu entre les deux candidats sur le voile hier soir. Dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Le premier pays au monde. C'est ça ce que vous proposez. Ça n'a aucun sens. Ça n'est pas le respect de nos valeurs. Latifa Ben Laden, par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste que nous voyons tous avec émotion, avec son foulard. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire, puisque celles qui ne le mettent pas, en revanche, témoignent du fait qu'elles sont isolées, du fait qu'elles sont insultées, du fait qu'elles sont mises de côté et accusées d'être impures. Une guerre civile, Gérald Darmanin, on reviendra sur le principe de l'interdiction ou pas du voile dans l'espace public, mais dire qu'il pourrait y avoir une guerre civile, est-ce à dire qu'on est si proche du chaos qu'il suffirait d'une loi sur ce sujet, d'une étincelle pour basculer dans notre pays? C'est connaître l'histoire de France. La question religieuse a toujours fait naître, dans l'histoire de notre pays, dans d'autres histoires aussi, des tensions extrêmement fortes qui ont souvent mené le pays à des difficultés proches de la guerre civile ou de la guerre civile. La question des religions a toujours été extrêmement délicate. D'ailleurs, la République, et avant elle l'Empire, puis avant elle la royauté, a mis des siècles à trouver un équilibre. Alors, il n'est pas le plus parfait du monde, mais il est quand même extrêmement efficace, qui est la loi de 1905, et avant elle, une sorte de reconnaissance que Dieu appartient à chacun et qu'il appartient à l'État de laisser chacun prier son Dieu s'il en a envie. Et donc effectivement, revenir sur cette question religieuse, comme le fait Mme Le Pen, parce que ce qu'elle fait Mme LePen en interdisant le voile et donc tous les signes religieux... Ce n'est qu'une question religieuse, pardonnez-moi. Sur le voile, oui. Ce n'est qu'une question religieuse, c'est pas une question de société, c'est pas plus large qu'une question religieuse pour vous. Il y a eu des questions de société qui ont été tranchées. Est-ce qu'on doit imposer une religion à des enfants
On a paraît répondu évident. collectivement non, puisque à l'école publique, pas à l'école privée Bien d'ailleurs. sûr. L'école privée catholique, juif ou musulmane, on a le droit parfois de porter vous savez bien, des C'est signes normal religieux. de porter le voile pour une petite fille? Non, quand on est à l'école publique, mais quand une Et dans une école privée? quand une école catholique, C'est moi je normal connais une école catholique où on peut porter un signe religieux. Non, mais je vous parle du voile. Un signe religieux dont le voile. Un On signe peut religieux. avoir des Moi je écoles distingue pas en les France signes où des religieux. petites filles portent le voile, ça ne vous dérange pas? Il y a des filles de 14, 15, 16 ans dans des écoles catholiques qui portent des signes religieux. D'accord. Je Si vous vous voulez parle me du faire voile, dire- en C'est fait. pas dans les écoles catholiques, Pardon M. Darmanin, pour être tout à fait précis, on ne parlait pas des écoles catholiques. Oui, mais j'ai bien compris que vous aviez Donc, un non, sujet non, avec les les écoles musulmans. Mais, confessionnelles. Ah, mais non, les n'allons pas catholiques, là-dessus, nous n'avons aucun sujet. les églises catholiques, les écoles catholiques parfois autorisent les signes religieux, comme les écoles musulmanes les autorisent, et comme les écoles musulmanes qui Et notre question, est-ce que demandent vous trouvez qu'il n'y ait pas cela de signes religieux. Moi, je respecte normal l'école libre. Voilà, il y a deux types d'écoles, il y a deux écoles, comme dirait Michel Sardou, voilà. Et puis il y a l'école publique, que j'ai essayé d'aider quand j'étais maire, voilà. Et puis il y a l'école privée que je respecte Bien, mais profondément, le c'est le choix des citoyen que parents. vous êtes n'est pas interpellé quand des jeunes Et il y a- filles, mais vous que savez, ce le soit citoyen- pour les écoles catholiques ou citoyen- musulmanes, portent ce voile? Moi, je ne suis pas là pour relancer la guerre scolaire. Et vous savez, le citoyen que je suis, quand j'étais en charge de la loi séparatisme, a essayé de faire l'instruction à domicile très limitée. Il s'est heurté à beaucoup de résistance. Voilà. Et vous avez reculé. Et non, on n'a pas reculé, c'est tout à fait faux. On a désormais soumis à une autorisation préalable et à des contrôles beaucoup plus forts l'instruction à domicile. Mais on a respecté un principe fondamental qui était celui demandé par la Constitution, qui était de laisser aux parents le choix de l'instruction de leurs enfants. On n'est pas une société totalitaire. Je reviens à la question que vous m'évoquez. Il y a eu des questions de société sur l'école. Elles devraient être tranchées. Je crois que plus personne ne revient sur cette idée que l'école publique, il n'y ait pas de voile tant que la conscience, comme l'a dit le président de la C'est République, pas le sujet. n'est Oui. pas affirmée. Il y a une question d'ordre public. C'est pour ça qu'on a eu raison d'interdire la définition du visage dans l'espace public, par exemple de la burqa. Et puis, il y a des questions de liberté religieuse. Il n'y a pas de pays au monde où on interdit des signes religieux. Mais la dans laïcité rue. à la française est singulière, donc c'est un pays particulier peut-être Mais, aussi. Madame Mabou, je ne vais pas vous faire l'insulte de dire que la laïcité à la française, c'est pas l'interdiction des signes religieux, c'est tout le contraire. Bien Voilà. sûr. La laïcité à la française, qui est un équilibre extrêmement difficile et que nous devons chérir, c'est à la fois la neutralité du service public, il n'y a pas de fonctionnaire qui porte un signe religieux. C'est la liberté religieuse de croire ou de ne pas croire, d'aller à son culte ou de ne pas aller à son culte, et de porter, s'il le souhaite, un signe religieux, ou de vivre selon les préceptes de sa religion, à partir du moment où il respecte le cadre républicain. Et c'est, je crois que c'est très important, la possibilité d'exprimer ses opinions, même religieuses, dit la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens depuis Et 1789. nous devons les défendre tous. Mais monsieur Et le nous ministre, les la question défendons est tous. peut-être plus précise. Je vais Mais- vous la poser. Est-ce que pour sortir, parce que ça m'a interpellé tout à l'heure, on vous pose la question sur le voile, vous dites que vous avez un problème avec les musulmans. Je crois que c'est difficile de nous faire ce grief, mais poser la question du voile n'est pas s'en prendre aux Français musulmans. La question qu'on vous a posée, est-ce que c'est un symbole religieux pour vous? Et est-ce que ça signifie quelque chose dans les mœurs françaises? Est-ce qu'on peut le dire en dépassionnant le débat, en vous posant la question directement? Juste un chiffre, un sondage CSA qui a été fait ce matin. 60% de la population est favorable à l'interdiction Oui, du voile je dans ne suis- l'espace public. Je ne suis pas d'accord avec 60% de nos compatriotes qui pensent cela, mais c'est mon travail de responsable politique de ne pas être dans l'émotion et d'essayer d'être, je l'espère, dans l'explication. La liberté religieuse, encore une fois, c'est très important. Vous savez, le port d'un signe religieux, moi je ne suis pas là pour juger si c'est bien ou pas bien, intelligent par intelligent, respectable par respectable, de porter une kippa, de porter un foulard, d'avoir un certain nombre de comportements pendant la période religieuse. Voilà, c'est pas mon problème de ministre. Voilà, c'est pas mon problème de ministre. Mon problème de ministre, c'est que Vous êtes tout le monde puisse le ministre des faire. cultes. Mon problème de ministre, c'est que la personne qui veut porter un signe religieux puisse le faire sans être agressée. Nos compatriotes juifs, par exemple, lorsqu'ils portent la kippa, parfois sont agressés, et c'est absolument inacceptable, évidemment. Et de pouvoir dire que quand on veut se libérer, je mets des guillemets, de ces signes religieux, parce qu'on a fait un autre choix que ses parents, son grand frère, de pouvoir le faire. Une jeune fille qui est forcée à porter le voile, c'est scandaleux. Il faut qu'on la protège. Et d'ailleurs, ce délit, Mme Le Pen a dit plusieurs fois, on empêche les gens, il existe. Comment Voilà. vous la protégez, cette jeune fille? Eh ben, notre travail, c'est justement qu'il y ait des policiers, des acteurs sociaux, des élus locaux qui sont capables de faire des devoirs d'alerte. Et je suis tous les jours avec le garde des Sceaux, à saisir des services judiciaires ou policiers lorsqu'il y a des atteintes manifestement à la liberté de chacune et de chacun d'entre nous. Donc il n'y a ni interdiction du port du voile, ni acceptation qu'il y ait un port du voile Mais obligatoire. Je n'ai pas eu Mais- votre réponse, Gérald mais Darmanin. pardon, Est-ce que mais je vais la vous question est répondre. simple. Est-ce que c'est Mais c'est pour pas à moi de vous- juger les signes religieux. Vous savez, les Je ne vous religions... demande pas un jugement. Est-ce que c'est synonyme? Vous pensez à la France, vous parlez d'histoire, future, civilisation. Est-ce que c'est compatible, selon vous,
avec les mœurs françaises. C'est intéressant parce que le président candidat a dit hier que ce serait la fin de l'universalisme si on Il y a l'interdisait. des jeunes femmes, il y a des femmes qui portent un foulard et qui sont profondément françaises. Et il y a des femmes qui portent pas de foulard et qui ne sont pas françaises. D'ailleurs, je constate, parce que Mme Le Pen a fait des parallèles entre l'islamisme et le terrorisme sur la même question, vous n'avez passé qu'un extrait, je voudrais rappeler que ceux qui ont commis des attentats en France depuis désormais plus de 20 ans, islamistes, c'était pas des femmes voilées. Je voudrais rappeler que... Il n'y a pas eu d'attentat déjoué. Il y a qui eu pouvait un être attentat, commis- commis par des femmes déjoué à Notre-Dame. Notre-Dame, absolument. Mais un attentat déjoué, voilà. Ceux qui ont commis des attentats en France, je pense que j'étais assez précis dans ma parole, c'était pas des femmes voilées. Je connais, Monsieur le Président de la République a évoqué Latifa Benzaten, dont le fils, encore une fois, Est mort était pour la musulman, militaire musulman, tué par Mohamed Merah. Voilà. Parce qu'il a refusé de s'agenouiller devant son agresseur islamiste. Elle porte le foulard. Alors, en plus, elle le portait avant et elle le porte C'est le désormais. foulard, c'est pas le voile islamique. Non, mais le foulard et le voile, pardon, c'est justement le foulard. Le président de la République, d'ailleurs, a corrigé Mme Le Pen. Le foulard, voilà. Le foulard qui ne dissimule pas le visage, qui couvre les cheveux. Bon, est-ce qu'on va arracher à Mme Latifa Benzaten, qui a donné une bonne éducation à son fils, puisqu'il était militaire français, et qui est mort pour la France, sous les balles d'un assassin islamiste. Voilà. Est-ce qu'on va lui arracher son foulard parce qu'on considère qu'il n'est pas assez... Oui, mais c'est très intéressant. Parce qu'elle n'est pas conforme à ce que vous faites comme idée, pas vous, Madame Mabrouk, la question que vous posez, à ce qu'est la France. Vous savez, d'ailleurs, Madame Le Pen, elle n'a pas dit quelque chose hier. Dans sa proposition de loi sur l'interdiction du foulard, elle prévoit une exception pour Mayotte. Bah, c'est marrant parce que Mayotte... Quel signe voyez-vous? Quel révélateur Mayotte, tout le monde sait que c'est une population largement musulmane, mais profondément française. Les Mahorais, ils sont français. Et pourquoi une exception pour Mayotte, alors? C'est-à-dire que Mme Le Pen, elle considère... Mayotte n'est pas la Réunion, alors qu'on sait tous qu'il y a une majorité également de nos compatriotes à la Réunion qui sont musulmans. C'est-à-dire que Mme Le Pen, elle considère que ce qui vaudrait pour la métropole ne vaudrait pas pour Mayotte, parce que ce qui serait un signe religieux inacceptable en France serait acceptable dans une autre partie de la France qui est Mayotte. Il y a une incohérence totale. Il ne faut pas confondre le combat très fort que nous menons et que doivent mener tous les gouvernements contre l'islamisme radical, et que les musulmans eux-mêmes... L'islamisme tout court, ou l'islam radical. Tout court, vous avez raison, mais comme la traduction en arabe d'islamisme, c'est pareil parfois que l'islam, ça peut donner des confusions, vous le savez bien, à l'extérieur. Donc je préfère souligner au stabilo islamisme radical. Mais chacun aura compris ce que je voulais dire. J'ai peur qu'à l'extérieur, on prenne mal, et ça a été souvent le cas d'ailleurs, notre concept de laïcité et notre définition de cette lutte contre l'islamisme. Qu'on prenne mal la définition de la laïcité. En Turquie ou ailleurs. Alors la laïcité, elle est attaquée des deux côtés. Elle est attaquée par les islamistes et elle est attaquée par les anglo-saxons. Bon, pas tout à fait de la même façon, mais enfin quand même. Voilà. Et deuxièmement, la difficulté que nous avons, et ce sera le cas de tous les ministres de l'Intérieur après moi sans doute, c'est que dans les pays arabes où nous avons des relations, et parfois des relations difficiles pour d'autres raisons, qui sont extrêmement attentifs à ce que nous faisons de manière générale dans la politique intérieure française, quand on traduit en arabe islamisme, on le traduit par islam. C'est pour ça que nous soulignons toujours islamisme radical. On va parler de sécurité, monsieur Darmanin. Mais je termine juste sur ce point, vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas confondre le combat contre l'islamisme radical, et nous l'avons mené, et quel que soit ce gouvernement, il devra être mené, de la grande liberté qu'ont tous les citoyens de choisir leur religion en France, heureux comme un musulman en France. L'insécurité, Marine Le Pen a pointé du doigt le fait qu'il y a une agression toutes les 44 secondes en France. C'est-à-dire que, évidemment, il y a un niveau d'insécurité qui est très fort. Est-ce que vous contestez ces chiffres d'abord ? Et est-ce que vous avez une solution à apporter à ce que vivent tous les jours nos compatriotes dans toutes les villes? Bon, c'est particulièrement démagogique de présenter des choses comme ça, parce que si je vous dis c'est pas tous les 44 secondes, c'est toutes les minutes et demie, vous allez me dire c'est quand même beaucoup. Bon, ce sont des chiffres de l'INSEE. Vous avez tout à fait raison. Oui, on peut prendre le nombre d'agressions générales, le nombre de plaintes générales et les diviser par le nombre de minutes, c'est sûr. C'est mathématique. Voilà. Oui, mais c'est pas pour autant que c'est intelligent. Hein. C'est tout à fait vrai. Ce qui est vrai, c'est que dans l'augmentation des coûts et blessures que nous avons... C'est une réalité pour les Français, en tout cas. Non, mais... Je suis tout à fait d'accord que ça a été très français. Je suis ministre de l'Intérieur, j'ai été d'une ville difficile. Je crois bien connaître les policiers, je leur donne des mains tous les jours et je pense que je les défends sur tous les plateaux de télévision depuis 2 ans, parfois même aux dépens de mon propre plaisir politique. Je pourrais être beaucoup plus en rejetant la faute sur les autres, comme Mme Le Pen l'a fait elle-même quelques minutes seulement après avoir vu un policier, paraît-il, du SDLP sortir une manifestante de sa conférence de presse. Elle n'a pas mis longtemps à ne pas être très solidaire des policiers, mais je ferme la parenthèse. Ce qui est sûr, c'est dans l'augmentation très importante qu'il y a des coups et blessures dans notre pays depuis plusieurs années, et singulièrement depuis 5 ans. Le président de la République a eu raison de rappeler que 85% de cette augmentation, ce sont des coups et blessures contre les femmes, des plaintes qui ont été déposées. Les violences conjugales.
Les violences intrafamiliales, conjugales, vous avez raison, des violences contre les femmes, souvent des violences conjugales, vous avez tout à fait raison. Nous avons donc révélé une délinquance qui était cachée. Tout le monde sait qu'à 7, 8, 15, 20 ans, quand une femme était battue par son mari ou son conjoint, lorsque ça se passait mal dans un couple, on ne déposait pas, ou extrêmement rarement, une plainte. Et lorsqu'on venait déposer une plainte, c'était souvent une main courante. Et même lorsque la plainte était déposée, c'était souvent classé sans suite. Il y a encore plein de choses à améliorer, j'en suis parfaitement d'accord. Mais aujourd'hui, grâce au travail que font les médias, les associations, les policiers, les gendarmes, grâce au travail qu'a fait Marlène Schiappa, notamment de Grenelle, qui a permis à chacun d'accepter l'idée que ce n'était pas normal, nous avons une augmentation très forte, 85% des violences intrafamiliales. Combat légitime. La société, autant, elle n'est ça pas veut dire que devenue... l'insécurité est liée qu'aux violences conjugales? Non, mais ce que je veux dire, dans une augmentation qui a été évoquée. Souvent, on dit qu'il y a une augmentation de 34% des coups et blessures pendant le quinquennat. Cette augmentation, elle est due à la révélation d'une nouvelle délinquance très, très importante. Vous savez, les policiers et les gendarmes, ils font 400 000 interventions par an. Derrière la drogue, c'est leur deuxième type d'intervention la plus nombreuse. Et je pense que ce n'est pas une question simplement de chiffres. Ces chiffres révèlent la température de la fièvre qu'on n'a jamais voulu voir. Justement. Alors après, vous avez d'autres sujets. Il y a une augmentation inquiétante dans la société, qui est des attaques contre les élus, les policiers, les gendarmes. Les gendarmes, les pompiers. Tous les jours, on en a des exemples. Vaux-en-Velin, Sevran, Laval. La liste est interminable. Elle n'est pas interminable, elle est importante. Et c'est un double constat. Le premier, c'est parce que l'autorité est moins respectée dans notre pays, c'est tout à fait vrai. Et donc nous avons pris des mesures pendant ce quinquennat extrêmement fortes. On a aggravé les peines pour ceux qui s'en prenaient à des policiers. On a mis fin aux remises de peine automatiques et individuelles pour ceux qui attaquaient des policiers. C'est très important. On peut et puis deuxièmement, sur ce point. je veux dire aussi... Sur ce point, sur les peines, c'est important. Je voudrais qu'on comprenne votre philosophie. Je vous donne un exemple précis. Un premier acte de délinquance. Je vais juste terminer la délinquance, par exemple, dégradation d'un bâtiment public. Et ça va aller dans votre sens. Pour comprendre vraiment comment vous pensez. C'est au juge, évidemment, d'en décider. Mais est-ce que, par exemple, vous privilégiez une condamnation par le juge ou des travaux d'intérêt, je mets au pluriel, généraux ou d'intérêt général? On voudrait comprendre, parce que parfois, par exemple, je prends l'exemple du pédopsychiatre Maurice Berger, il dit un premier acte, même si c'est une dégradation d'un bâtiment public, peut entraîner ensuite une série d'actes de plus en plus délinquants. Quelle est votre philosophie sur ce point? D'abord, ce n'est pas le juge qui décide de travaux d'intérêt général. Il dit, voilà, il y a une condamnation, et si la personne est d'accord, on transforme sa condamnation à la prison en travaux d'intérêt général. C'est d'ailleurs ce qu'on propose d'améliorer et de permettre d'avoir une condamnation qui n'est pas forcément que la prison. Ça peut être la réparation, c'est ce qu'a fait le garde des Sceaux. Tu casses, tu répares. C'est parfois plus utile que quelques semaines en prison. Donc c'est plus utile pour vous, c'était ma question. C'est pas totalement à moi de le juger, c'est au juge d'ailleurs de le faire. Et puis il y a des juges d'application des peines, il y a des gens qui font très bien leur métier, c'est pas mis à l'intérieur d'expliquer ce que doit faire la justice en tant que telle. Mais il y a une palette de condamnations, ce qu'il faut c'est que la condamnation soit efficace et rapide. Et je terminerai par dire que dans les augmentations contre les policiers, donc vous avez dit que le nombre était interminable, c'est pas tout à fait vrai, il y a aussi beaucoup plus d'activité des policiers dans les quartiers et dans les zones difficiles. L'augmentation de la lutte contre la drogue dans ce quinquennat a été sans précédent. On a grosso modo augmenté le nombre de saisies ou d'arrêts de trafic de 40%. On a diminué le nombre de points de deal de quasiment 800 sur tout le territoire national. C'est la première fois. Lendemain, non, ce n'est pas vrai. Et il ne se recrée pas le lendemain? Non, il y a des endroits où c'est plus difficile, où il se déplace, et il y a des endroits où il n'y a plus de points de deal. Tous les mois, je fais une conférence de presse. Tous les mois, c'est pas pour remettre en cause le travail, mais c'est pour montrer combien c'est difficile le lendemain. Souvent, c'est recréé. Il y a un sentiment d'impuissance et de frustration des policiers. Il n'y a pas d'impuissance. Il y a un travail très fort qui est fait contre la drogue. Oui. Et parfois, il faut remettre beaucoup l'ouvrage sur le métier. C'est tout à fait vrai. Il faut mettre beaucoup de moyens, des caméras de vidéoprotection, des policiers qui doivent être plus présents, des élus qui doivent jouer le jeu, un urbanisme qui doit être cassé. Mais ce que nous avons fait depuis 5 ans, c'est que nous avons demandé aux policiers et aux gendarmes tous les jours d'être dans ces quartiers. Tous les jours. Regardez, à Marseille, il y a 4 fois par jour des descentes contre ces trafiquants. Alors évidemment, quand vous envoyez les policiers et les gendarmes dans les coins les plus difficiles, il y a plus d'agressions contre eux. Parce qu'il faut reconquérir le terrain de la République. Ce n'est pas une justification, c'est une explication. Il y a un moyen pour que les policiers et les gendarmes, il n'y ait plus d'agressions contre eux, c'est de faire parfois ce qu'ont fait d'autres gouvernements, pas de vagues. C'est tout le contraire de ce qu'on a fait. Et il faut mettre du temps pour reconquérir des quartiers difficiles, et c'est ce que nous faisons. Pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas la présomption de légitime défense pour nos forces de l'ordre que propose Marine Le Pen? Parce que je ne suis pas pour une société à l'américaine. Aujourd'hui, les policiers et les gendarmes, ils ont le droit d'utiliser leur arme administrative, bien évidemment, en légitime défense. Lorsqu'ils l'utilisent... Ils le font peu, très peu. Ils le font. Sont-ils soutenus quand ils le font? C'est plutôt la vraie question. Par leur ministre, ils le sont, si j'ose dire, mordicus, ça avait parfois reproché.
Mais il est tout à fait vrai qu'à chaque fois qu'on utilise une arme, et lorsque cette arme blesse ou tue quelqu'un, il y a toujours une vie en face, il y a une enquête. Et une enquête de la justice. Et à la fin, le policier et le gendarme, dans la plupart des cas, on considère qu'il l'a bien utilisé, et il y a quelques cas où il l'a mal utilisé. Chacun comprend que si c'était votre fils, votre mari ou votre sœur qui était victime d'un tir de policier, vous chercheriez à comprendre ce qui s'est passé. Moi, je ne le nie pas de la part de ceux qui connaissent, évidemment, ces drames. Mais mon premier travail, c'est de soutenir a priori, bien évidemment, le policier. Ce qui ne veut pas dire que je n'empêche la justice de faire son travail et de regarder comment ça s'est utilisé. Si vous acceptez, parce que c'est ça que ça veut dire pour Mme Le Pen, que l'utilisation se fasse désormais sans un certain nombre de règles. Elle dit présomption, c'est-à-dire que le policier Il y aura pourrait quand même juger une enquête, hein. C'est une de lui-même. évidence. Oui, mais je terminerai justement sur ce point, c'est très intéressant. C'est une société américaine où la violence répond par la violence. Et puis, alors évidemment, il y aura toujours des enquêtes. C'est ce que ne dit jamais Mme Le Pen. Donc le policier sera mis en garde à vue. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Oui. Quand il utilise son arme, souvent, il est mis en garde à vue le temps de l'enquête. Tout à fait. Et là, j'aimerais bien voir si Mme Le Pen, elle sera aux côtés des policiers lorsque Son ministre de l'Intérieur. le tribunal oui, médiatique et parfois le tribunal tout court mettra en cause ce policier. Parce que, encore une fois, moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans Mme Le Pen, c'est la différence entre les paroles et les actes. Pendant les Gilets jaunes, Mme Le Pen n'a pas été du côté des policiers, c'est le mot qu'on puisse dire. Elle les a traités d'éborgneurs. Elle a, à longueur d'antenne, j'ai des dizaines de citations de Mme Le Pen, évoqué le fait que les policiers de la République auraient agi de manière disproportionnée, auraient blessé, Sur auraient des tué. ordres, Sur ordre. monsieur le ministre, sur des ordres. C'est ça ce qui était dans l'œil du cyclone, et si vous voulez, dans Bien sûr, la cible des critiques. Les policiers, d'abord, lorsqu'ils agissent en ordre public, ils répondent au préfet ou au ministère de l'Intérieur, et ils obéissent également au procureur de la République. Vous savez, un policier, quand il fait un contrôle d'identité, il ne le fait pas au nom du ministre de l'Intérieur. Lorsqu'il fait une arrestation, il ne le fait pas au nom du ministre de C'est pas l'Intérieur. l'acte, c'est la méthode qui a été utilisée C'est qui est toujours l'autorité contestée. judiciaire. Ah, mais moi, je constate que quand ça va bien, on est du côté des policiers pour Mme Le Pen. Quand ça va mal, comme pendant les Gilets jaunes, on n'est pas du côté des 7000 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Elle les a montrés du doigt. Dans sa conférence de presse, elle n'a pas mis une demi-heure à montrer du doigt les policiers. Alors, ils ont les policiers de Darmanin, les policiers de la République. En plus, en mentant. Parce qu'il ne s'agissait Elle a pas du rectifié policier. après, Oui, effectivement. elle est candidate à l'élection C'est présidentielle. son service d'ordre qui a effectivement évacué Bon, l'ancien la skinhead, ça militante a été démontré par vos écologiste. confrères de Libération depuis. Comment les policiers peuvent avoir confiance en une dame qui, manifestement, dès qu'il y a un petit peu de vent, recule et se dit c'est pas moi, ce sont les policiers. Bah, moi, je dis qu'avec des gens comme ça, on ne va pas à la guerre. Tout à Marine l'heure, Le Pen a fait un juste lien une- très clair entre l'immigration et l'insécurité. Elle dit que c'est totalement lié. Est-ce que, d'abord, vous êtes d'accord? Elle propose un référendum sur le sujet. Elle dit qu'il n'y a que le peuple qui a le droit de modifier la Constitution. Alors, il y a plusieurs sujets dans le sujet. Mais il y nous a- reste peu de temps, y il a faut une part- aller vite. vous avez raison, il y a une part de délinquance qui est le fait d'étrangers, bien évidemment. C'est pas total. Je rappelle que dans les prisons françaises, il y a 23% d'étrangers. Voilà. Ils sont 7% dans la population générale. On peut considérer qu'il y a une proportion plus importante, c'est vrai, dans la prison. Ce que ne dit jamais Mme Le Pen, c'est qu'il y a 3 fois plus de pauvres dans les prisons que dans la population générale. C'est peut-être pas tout à fait une question seulement d'étrangers, c'est peut-être aussi une question de pauvreté, mais c'est un autre sujet. C'est pas parce qu'on va régler le problème de l'immigration, si tant est qu'il y a un problème d'immigration, qu'on réglera le problème de la sécurité. Il n'y a pas de problème d'immigration? Il y a des difficultés que le président de la République a évoquées de détournement de la demande d'asile, qui est un problème que se pose à tous les pays dont les chiffres européens. ont beaucoup augmenté. Là, les chiffres sont têtus et précis. Je vous les Oui. cite, monsieur le ministre, vous êtes adepte de cela. L'Agence européenne de protection des frontières, Frontex, indique une hausse de 57% des franchissements illégaux de frontières au premier trimestre. Et puis l'asile également, qui malheureusement devient une sorte de dévoiement aujourd'hui du droit Il d'asile. ne vous aura pas échappé qu'au premier trimestre de cette année, il y a eu à la fois l'Afghanistan en fin d'année dernière et l'Ukraine. Alors justement, Voilà. j'allais apporter Donc, la précision. c'est vrai qu'il y a une augmentation du nombre de réfugiés parce que c'est vrai Pardonnez-moi, qu'il y a mais sur les l'Ukraine. Ukrainiens, Ça, le c'est chiffre est très tout à fait faible, vrai. malheureusement. Ouais. il n'est pas très faible, mais c'est un autre... Enfin, c'est ce qui est dit, en tous les cas, par rapport à ces Vous avez chiffres. le C'est un autre chiffre sujet. sur les Ukrainiens? Alors aujourd'hui, justement, on a tout fait pour qu'il n'y ait plus de demande d'asile pour les Ukrainiens, puisqu'on a justement créé un système particulier en européen qu'on appelle la protection temporaire, qui permet justement aux gens de pouvoir repartir et de ne pas avoir la demande d'asile ad vitam. C'est puisque important de but le du jeu, préciser. si j'ose dire, c'est qu'en Ukraine, il y a une nouvelle stabilité politique et qu'ils puissent retourner dans leur pays, c'est leur vocation d'ailleurs, bien évidemment. Mais en attendant, on les accueille. Mais pendant la période interstitielle où il n'y avait pas cette protection temporaire, tous les Ukrainiens qui arrivaient en France demandaient l'asile. Et c'était un des problèmes, évidemment, que nous avons avec nos confrères européens. Mais bien sûr qu'il y a une difficulté dans la demande d'asile. Et ce qu'a très bien expliqué le président de la République hier, et sur lequel on peut encore très largement s'améliorer, c'est qu'on met grosso modo 18 mois à donner l'asile à quelqu'un. Soit il mérite cet asile, et objectivement, c'est un peu dur de notre part,
pour ne pas dire un peu dur, très difficile, parce que pendant ce temps-là, il ne peut pas travailler, par exemple. De ne pas lui donner s'il est poursuivi dans son pays. Soit il n'a pas à avoir l'asile en France, et manifestement, il le fait de manière détournée, et 18 mois, il a le temps soit de travailler au noir, comme on dit, souvent des patrons indélicats le font, je le constate, soit de rencontrer quelqu'un sur le sol français, parfois de faire des enfants, et du coup deviennent inexpulsables, parce qu'on ne peut pas expulser des gens qui ont eu des enfants sur le territoire national. Et ça, c'est de la faute, entre guillemets, de l'administration, mais je prends ma part. On a réduit les demandes d'asile de 3 mois, mais il nous faudrait beaucoup plus réduire par l'organisation du ministère de l'Intérieur ce sujet. Le Covid nous a un peu empêché d'organiser cela, c'est tout à fait vrai, mais nous avons une proposition qui est très forte dans le programme du président de la République, c'est que la demande d'asile qui dit non vaut ce qu'on appelle EQTF, expulsion. Aujourd'hui, c'est 2 documents qui à part. sont de 10%. Et pourquoi? C'est 30%, mais Le Pen a dit 10%. Il y a 30% d'étrangers qui on repartent. allait vérifier sur le rapport de la Cour des comptes. Je ne veux pas rentrer dans une bataille des chiffres. 10 ou 30 par rapport à la promesse de 90%, c'est vrai que ça reste dérisoire. Alors, on pourrait longuement en parler, parce que c'est dommage hier qu'ils n'en ont pas parlé plus longtemps. 10%, c'est l'expulsion obligatoire et forcée lorsque les personnes ne veulent pas partir. Il y a 20% comme des étrangers qui partent spontanément, parce que quand ils reçoivent un papier pour dire qu'il faut partir, ils partent. Tous les étrangers ne demandent pas à être reconduits manu militari dans leur pays, donc c'est 30%. Voilà. Alors après, pourquoi il y en a 70% qui restent ou qui ne sont pas expulsés? D'abord, il y a des pays où vous ne pouvez pas expulser les gens. On ne va pas envoyer des gens en Afghanistan. D'abord parce qu'on n'a plus de liaison aérienne avec l'Afghanistan. On ne va pas les lancer en parachute au-dessus de l'Afghanistan. On va pas. Pareil pour la Syrie. Il y a de très nombreux théâtres de guerre comme ça où malheureusement, l'Afghanistan, c'est le premier pays qui demande l'asile. On ne peut pas expulser les gens. Prenons les pays plus près de nous, où il y a moins, entre guillemets, de difficultés. L'Algérie et d'autres. Alors, par exemple, il y a des pays musulmans qu'on évoquait par exemple tout à l'heure dans les mœurs, qui condamnent l'homosexualité parfois à mort ou à de la prison. On ne peut pas renvoyer dans des pays, y compris avec lesquels parfois les Français partent en vacances, des personnes qui ont des orientations sexuelles condamnées par ces pays. L'asile est octroyé très rapidement. C'est malheureusement pas très rapidement. Voilà, c'est un des problèmes. Et vous avez des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des pays d'Afrique qui sont parfois gouvernés par quelques lois d'inspiration musulmane, qui condamnent l'homosexualité par exemple, et qui... Les Français ont du mal à comprendre pourquoi ils ont l'asile, ces personnes. Parce qu'ils disent avoir une orientation sexuelle. Une humanité naturelle. On va sur des cas plus importants. Vous prenez un exemple qui va exister et sur lequel on ne peut pas débattre, ça nous paraît évident. Mais sur le reste, c'est là où, quand on est en il y a une très grande majorité d'OQTF qui ne sont pas appliquées. C'est pour ça que, Mme Baerbock, la difficulté de la responsabilité politique vous pousse à regarder les détails. Parce qu'il y a aussi des gens qui détournent et qui disent qu'ils ont une certaine sexualité alors qu'ils ne l'ont pas. Et qu'il faut le vérifier, et que c'est évidemment très difficile à vérifier. Et c'est pour ça que ça met beaucoup de temps. Donc derrière les Yaka Faucon, il y a beaucoup de vies humaines, parce qu'on ne va pas renvoyer quelqu'un qui peut risquer sa vie dans ces pays-là. Mais qu'il faille améliorer notre système d'immigration... Monsieur le ministre, il y a parfois des clandestins qui sont multicondamnés. Je ne parle absolument pas des cas dont vous parlez, pour lesquels nous avons le personnel monopole du cœur, on est tous d'accord. Mais ces cas-là qui sont quand même plus importants, vous n'en parlez pas? Si, nous les expulsons. Dans les 6 derniers mois, nous avons expulsé 1350 étrangers sortant de prison ou ayant été condamnés. Mais la différence avec Mme Le Pen, c'est qu'elle dit qu'il faut les expulser avant qu'ils puissent purger leur peine de prison. Nous disons non. Quelqu'un qui est en France et qui commet des actes, qui tue, qui viole, des choses extrêmement graves, il faut qu'il puisse purger sa peine en France. Parce que si nous l'expulsons avant qu'il purge sa peine en France, c'est-à-dire qu'il y a un droit de tuer ou un droit de violer sur le territoire national, et puis après, on prend son avion et on retourne... Qui au Maroc, qui au Sénégal, qui en Côte d'Ivoire. Pas du tout, ce serait absolument injuste. Le Français qui tuerait serait lui condamné à 20 ans de prison, 25 ans de prison, et l'étranger qui tuerait serait juste expulsé et retourné dans son pays naturellement. C'est profondément injuste. En plus d'être contraire au droit, ce serait profondément injuste. Mais ce serait démagogique que de ne pas l'expliquer aux Français. En revanche, quand ils terminent leur peine, je peux assurer à tous les Français que tous les étrangers qui ont été condamnés, soit à des crimes, soit à des attaques graves contre les policiers, ou qui ont fraudé le fisc, par exemple, sont expulsés du territoire national. Une dernière question politique. Le coup d'envoi des législatives a été donné par Jean-Luc Mélenchon cette semaine. Il demande aux Français de l'élire au poste de Premier ministre par le biais de l'élection législative. Que lui répondez-vous ? Une étape après l'autre. D'abord, dimanche, c'est un peu vite oublié que Mme Le Pen est au second tour d'élection présidentielle. Moi, je regrette très franchement que M. Mélenchon n'ait toujours pas su dire normalement, comme l'a fait M. Roussel, par exemple, du Parti communiste, qui a été très républicain. Ça doit lui faire mal de dire qu'il faut appeler Emmanuel Macron à M. Roussel. Mais il l'a fait parce qu'il aime son pays.
en tout cas de sa conception de gauche, là, pour le coup. Comme Mme Pécresse l'a fait, ça doit lui faire mal d'avoir dit qu'il fallait voter Macron, mais elle l'a fait, et moi je la respecte. Gérald Ce qu'elle a Darmanin, dit. on va finir sur le Et pays. monsieur Oui. Mélenchon n'a pas été capable de le dire. Donc monsieur Mélenchon, c'est un peu Perrette et le pot-au-lait. Il faut peut-être attendre dimanche le combat entre Mme Le Pen et monsieur Macron avant de se réjouir d'une potentialité de victoire aux élections législatives. Merci Et dimanche, beaucoup. juste le vainqueur aura la lourde tâche quand même de réconcilier, de rassembler. Finissons sur une note d'espoir, c'est toujours Notre important pays. cette période. à fait. Merci Gérald Darmanin Merci. d'être venu ce matin répondre aux questions de CNews et Europe 1. Bonne journée sur nos deux antennes. Merci Laurence. Sonia. Bonne